Manuela Villers, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci de m'inviter. C'est un grand plaisir de vous inviter, de vous rencontrer. Votre livre, votre actualité en librairie aujourd'hui, c'est Fuck My Cancer, aux éditions Fayard. Absolument. Dès le titre, on a compris de quoi il s'agissait et on vous sent, dès le titre aussi, que vous êtes très énervé. Oui, je suis dans la résistance à la maladie, la résistance à certaines maltraitances et la résistance à l'image rose du cancer du sein, puisqu'il est question dans ce livre de cancer du sein. J'ai été diagnostiquée en juillet 2013 pour un carcinome lobulaire infiltrant, puisqu'on va donner le nom des choses, c'est toujours mieux de nommer ce à quoi on se heurte. Et j'ai été opérée la même année, un bon mois plus tard, une double mastectomie radicale, donc ça veut dire qu'on m'a coupé les deux seins, en français de base. Et puis j'ai suivi le programme classique des cancéreuses, c'est-à-dire coupé, empoisonné, et moi j'ai refusé brûler. C'est le triptyque du cancer. Et je me suis énervée assez vite pendant la période diagnostique et j'ai commencé à bloguer. Et j'ai blogué énervée, après j'ai blogué un peu plus apaisée. Et j'ai blogué en posant des questions aux acteurs du cancer, pas seulement à mes médecins, pas seulement au centre où j'étais suivie, à la politique de santé publique. Je parlais aux malades, aux familles, aux médecins, beaucoup aux médecins. Et je me suis dit à un moment que ça serait peut-être bien de changer le ton, puisque le blog, c'est dans un premier temps, j'ai fait parler mes tumeurs, qui n'étaient pas très intelligents, donc ça a permis d'écrire plein de bêtises qui ont été ma thérapie. Vraiment, enfin, l'écriture pour moi a été thérapeutique, c'était l'angle du début. Et puis il y a eu un succès étonnant du blog, Fuck My Cancer, et des relations, des rencontres, des réactions via le blog. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien de raconter cette histoire à la première personne, en enlevant une partie des choses trop énervées qui ont une place sur le web, mais qui l'ont moins dans un livre, et d'être un poil plus constructif. Je ne donne aucune leçon, je parle de mon expérience, je ne suis la porte-parole de personne, et je dresse un portrait peu flatteur, et de mon expérience, parce que je ne me loupe pas non plus, je ne suis pas très aimable avec moi, et de ce que c'est qu'aujourd'hui avoir un cancer du sein en France, dans un centre d'excellence. Donc je n'ose pas imaginer ce que c'est dans des hôpitaux de moindre importance. Oui, parce que vous avez pleinement conscience qu'on est, on est quand même mieux lotis chez nous qu'ailleurs, mais malgré le fait qu'on soit dans des lieux d'excellence, ça n'empêche pas qu'il y ait plein de complications. Il y a deux choses. Il y a à la fois le système de santé français qui fait que, comme je le disais à des malades américains, chez nous c'est free cancer, ça ne coûte rien, théoriquement. Il y a une prise en charge financière de la maladie. Bon, dans le livre, j'explique que ce n'est pas tout à fait exact et qu'il y a un reste à charge pour les malades qui n'est pas anodin. Mais le système de santé français, ce sont les centres de lutte contre le cancer, les centres comme Gustave Roussy, Curie à Paris, le centre Léon Bérard à Lyon, Bergonié à Bordeaux et d'autres, enfin je ne vais pas faire la liste, il y en a un par région, mais il y a aussi les centres hospitaliers universitaires qui peuvent être de très bons lieux de soins, et puis il y a les cliniques privées, parce que le cancer c'est quand même un bon business. On est bien d'accord. Et tous les malades ne sont pas égaux dans leur traitement. Donc moi j'ai choisi de me faire traiter dans un des centres d'excellence, qui est le centre Léon Bérard à Lyon, j'habite en région lyonnaise, et j'ai fait le bon choix. Mais malgré ce bon choix, l'expérience du malade qu'on nomme patient, c'est pas toujours une expérience très positive. Indépendamment d'être diagnostiqué pour une maladie mortelle, vous n'êtes pas toujours bien traité. Et vous n'êtes pas maltraité par vos médecins. Enfin, moi en l'occurrence, c'était pas par les médecins. C'était des petites maltraitances, des petites humiliations, des marques de mépris, la déshumanisation,
Moi j'avais 53 ans quand j'ai été diagnostiquée, j'avais eu une expérience, j'avais eu un premier cancer, enfin une vie de... j'ai eu 4 enfants, j'ai fréquenté les hôpitaux, pas plus que la moyenne, mais pas moins. Et vous pouvez être traité comme un organe, vous pouvez être traité comme une maladie, mais vous êtes rarement traité comme une personne. Et je pense qu'on doit revenir, malgré la technicité des établissements et ce qu'on demande à nos médecins, que les institutions, les pouvoirs publics qui mettent une pression financière monstrueuse sur la gestion des lieux de soins, les seules personnes qui vous traitent comme une personne dans votre totalité, ce sont les médecins généralistes, qui sont eux en ce moment soumis à beaucoup de pression, certains dévissent leurs plaques, et j'aborde dans le livre la posture aussi des infirmières libérales, qui sont votre lien quotidien quand vous êtes en période de soins, les kinésithérapeutes, tous ces gens sont mal payés, pas pris en compte par la société à leur juste valeur. Et je défends une médecine plus humaniste et une médecine où le patient a la parole. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est effectivement de replacer l'humain au cœur de ce dispositif, alors qu'aujourd'hui, même si nous n'avons pas à nous plaindre par rapport à d'autres endroits, nous pouvons quand même nous plaindre parce que on est en train de tout couper au niveau de l'argent, on est en train de tout casser. Voilà, alors on est quand même dans la démarche où on casse tout. Voilà, et je pense que la politique de santé publique actuelle est extrêmement dangereuse, tant pour les soignants que pour les malades, et que nous sommes des citoyens, les malades. Je pense qu'il faut qu'on exerce notre citoyenneté. Ça n'est pas lié au présent gouvernement, hein, c'est un problème plus ancien. Ce n'est pas une posture politique que je prends, mais je pense que les citoyens... le cancer, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 48 000 femmes qui sont diagnostiquées par an. Ces 48 000 femmes ont souvent une compagne ou un compagnon, des enfants, des parents, parce qu'il y a des jeunes femmes. Ça, c'est que le cancer du sein. Et le cancer, dans sa globalité, touche environ 350 000 personnes nouvelles par an. Donc il y en a qui meurent, qui sortent des statistiques de l'année suivante, mais il y a quand même, parce que les soins sont bons, une population globale qui n'est que en phase de croissance. Et donc l'impact sur le pays est énorme. Donc il y a un plan cancer, c'est le 3e du nom. Moi ce que je réclame, c'est qu'on audite les finances de ce plan cancer. Où va l'argent réellement? C'est-à-dire entre l'argent, on vit il y a une crise financière réelle, mais où va cet argent? Et est-ce qu'une partie de l'argent qui est fléchée vers un endroit ou un autre ne devrait pas être plutôt fléchée sur la mise en place de personnel qui soit là pour être le médiateur des patients dans le cursus qui est long? Parce qu'un cancer, ça ne se soigne pas en une semaine. Sinon, je dis, si ça merde pas, c'est pas un cancer. Hein, moi, le mien, il y a peu de chances que je sois un jour en rémission ou guéri, parce que c'est un cancer pernicieux qui n'est pas mortel tout de suite, mais qui va finir par ressortir un jour. Je mesure ma chance de ne pas avoir eu un cancer plus agressif dès le départ. Il y a des gens qui meurent en 3 mois d'un cancer du pancréas. Enfin voilà. Quelle est la place de l'humain? Comment sont traitées les familles, ceux qu'on nomme les aidants, donc autrement dit votre environnement? Quel est le sort des gens qui sont seuls, en situation financière précaire? Moi j'ai eu la chance d'avoir une famille présente et soudée, et ça m'a porté pendant tout ça.